Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver. La voix est un peu voilée, l'émission ne le sera pas. Nous allons parler aujourd'hui d'écologie en France, en Europe et peut-être dans le monde. L'écologie comme offre politique. Nous avons choisi d'inviter Yannick Jadot. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, écologiste. Nous allons voir quelle est l'initiative que vous proposez, puisque en France, vous souhaitez qu'il y ait une primaire, y compris à gauche, pour que François Hollande, en gros, se soumette à une sorte de choix parmi différents candidats. Ça a peu de chances de se réaliser, nous le verrons, mais vous vous singularisez avec cette proposition. Nous parlerons également de la situation en Europe avec la démarche qui est entreprise à propos de la Hongrie et surtout de la Pologne. Bref, beaucoup de thèmes de l'actualité à évoquer avec Sophie Malibaud de RFI et avec Hélène Mecbézian du quotidien Le Monde. Alors tout d'abord, je le disais, Yannick Jadot, l'offre écologiste en France remonte, disons, à une quarantaine d'années. Nous allons voir qu'il y a eu des temps forts et quelques temps faibles également. Retour sur ces 4 décennies. Le premier, c'était lui, et c'était en 1974. René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle, a dénoncé notre attitude incompréhensive, irresponsable devant la dégradation de la nature. Depuis, en 40 ans d'écologie politique, bien d'autres lui ont succédé pour incarner les Verts. Brice Lalonde, Antoine Wechter, Dominique Voynet, Noël Mamère, Eva Joly. Des figures connues pour une cause qui plaît aux Français, mais pas dans les urnes. Pour preuve, le premier tour des régionales 2015. Voici nos premières estimations ce soir. 6,6% pour Europe Écologie Les Verts et ses alliés. Le Front National à 27%, les écologistes à 7%. Le constat d'un échec chronique, formulé par Yves Cochet au 40e anniversaire du mouvement. On a conscience qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'on fait encore confiance aux écologistes pour résoudre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes évoqués? C'est pas sûr. Nos résultats électoraux sont pas bons. Pourtant, en 2009, ils y croyaient tous. Portée par Dany Levert, la coalition Europe Écologie rafle la mise. Avec 16% aux européennes, elle devient le 3e parti de France, au coude à coude avec le PS. Du jamais vu pour Daniel Cohn-Bendit et José Bové. Oui, ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Avec le score qu'on a ce soir, plus de 16% au niveau français, on a une responsabilité. Mais difficile de se débarrasser de ces démons. Qui dit diversité, dit aussi divergence et division. Avec toujours cette tentation de s'allier au plus fort. Bonjour, les écologistes pour François Hollande. 2012, Cécile Duflot fait campagne pour le candidat Hollande et devient son ministre du Logement. Une alliance décriée par les écologistes. En septembre, nouveau choc, le parti vote non au traité européen et perd son meilleur atout, Daniel Cohn-Bendit. Entre Europe Écologie et moi, maintenant, c'est une histoire terminée. Un an plus tard, quand Emmanuel Cos prend la tête du parti, les constats sont sévères, les ruptures profondes. Certes, le combat continue. Dehors, on dénonce, on défile, mais en interne, on piétine. 2015 aura été une année noire. Début 2016, à un an de la présidentielle, le mouvement cherche toujours ses marques. Sauf au Parlement européen, seule arène politique où il a réussi à imposer sa voix. Yannick Jadot, je vous voyais suivre cette évocation, parfois avec le sourire. Qu'est-ce qui ne marche pas chez les écologistes, notamment français? On voit qu'il y a eu le succès de la COP21, l'écologie politique est revendiquée par beaucoup de formations, et au fil des ans, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette incapacité à être une véritable offre politique, alors qu'on a vu dans d'autres pays surgir des mouvements crédibles? C'est d'abord la responsabilité des écologistes, incontestablement. On voit qu'on a eu des bas, mais on a aussi eu des hauts, ce qui montre qu'au fond, à partir du moment où on peut incarner l'ouverture, où on a un message qui est responsabilisant, mais pas culpabilisant, où on a un message de changement, de rupture, mais qui à la fois s'inscrit dans la réforme au quotidien de ce pourquoi on se bat, et puis à partir du moment où on a un message qui est moral sur la société au sens noble du terme, c'est-à-dire notre responsabilité collective à ne pas détruire nos conditions de vie, mais qui n'est pas moralisateur, on arrive à intéresser les Français, à les rendre curieux de l'écologie politique et à faire des bons scores. Sauf que vous ne faites pas de bons scores actuellement. En ce moment, non, mais incontestablement, depuis 2009 et l'aventure d'Europe Écologie,
pour laquelle je suis rentré en politique, on n'a eu que des replis électoraux. Et vous avez quitté le gouvernement, vous êtes dans l'opposition. Je ne sais pas si c'est... je pense que ce n'est pas la question d'être au gouvernement ou de ne pas être au gouvernement. Je pense que la question, c'est quand vous vous repliez sur vous-même, au fond, les replis électoraux ne sont pas surprenants. Quand vous n'avez plus de lisibilité sur votre stratégie politique, tout le monde considère que vous êtes illisible, donc au fond, c'est plus bien pourquoi on vote pour vous. Quand vous affichez de la chamaillerie permanente, les gens se disent, mais au fond, vous, j'aime bien ce que vous faites, l'écologie est importante. Et finalement, quand vos idées sont reprises par ceux qui sont au pouvoir et même les autres mouvements d'opposition, est-ce que vous vous retrouvez victime du propre succès de vos idées? Est-ce que ça ne vous contraint pas à réfléchir à comment fonctionner avec ça? Bien sûr, c'est vrai que ce qui a été un moment, au fond, un mouvement qui alertait beaucoup l'opinion publique sur la réalité de la crise écologique. On est passé à un moment, notamment après le Grenelle de l'environnement, après toute cette période-là, Europe Écologie, où on a commencé à s'interroger sur les solutions. C'était un vrai nouveau cycle de l'écologie dans ce pays, de la lutte contre la crise écologique. Maintenant, moi, quand j'écoute les partis politiques, les uns et les autres, c'est pas vrai qu'ils ont pris le logiciel écolo en leur sein. Je veux dire, on n'a jamais aussi peu. D'accord. La COP21 est incontestablement un succès international qui ouvre des perspectives, qui ne résout rien. Ça ouvre des possibles. 200 États se sont mis d'accord pour ouvrir des possibles sur la lutte contre le dérèglement climatique. C'est essentiel. Mais on sait aussi que, issu de la COP21, le jeu de contraintes est extrêmement faible. Ça va dépendre, au fond, de la bonne volonté. Mais surtout, c'est ça qui est intéressant, ça va dépendre de la façon dont la société va s'emparer de ce sujet-là. Aujourd'hui, ce qui est très différent par rapport à il y a quelques années, les énergies renouvelables, par exemple, puisqu'on parle du climat, sont plus compétitives que le pétrole, le gaz, le nucléaire. Ça change totalement l'économie. Les citoyens s'en emparent. Alors comment nous avoir une offre politique qui corresponde à ce mouvement de la société, c'est l'ouverture sur les autres. C'est le dépassement d'Europe Écologie Les Verts, incontestablement. C'est le travail avec toutes les entreprises qui font l'économie verte aujourd'hui. C'est le travail avec les syndicats, voir comment, au fond, on organise la transition, y compris sociale, de notre société, et puis c'est le travail avec les citoyens, c'est être au contact. Le monde. Vous parlez beaucoup du fond du problème. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est même pas une question, il y a aussi un problème de forme. Si Europe Écologie a si bien marché en 2009 puis en 2010, c'était aussi avec cette promesse de faire de la politique autrement, avec des gens qui venaient de partout, vous qui êtes issu de Greenpeace, Madame Joly qui n'a pas un parcours qu'on peut voir habituellement dans le monde politique. Est-ce que votre problème, c'est pas aussi qu'aujourd'hui vous avez déçu tous ces gens-là et que vous vous comportez comme n'importe quel autre parti, avec des courants, des transcourants, des oppositions, des stratégies, des engueulades, des gens qui forment des groupes, des questions de stratégie qui passent avant les questions de fond. Par exemple, sur les histoires des groupes parlementaires, on garde un groupe parce que si on perd des membres, on va perdre le groupe. Du coup, vous voyez, tous ces choses-là. C'est une question bien argumentée. Absolument. Je crois qu'au fond, ces dernières années, malheureusement, la pire débanalisation, je pense, que de l'écologie politique, ça n'est pas tant qu'au fond, on est un groupe social qui fonctionne comme les autres groupes sociaux avec ses tiraillements, ses ambitions, ses engueulades et tout ça. Au fond, ça, c'est malheureusement banal, mais c'est presque... Il n'y a pas de raison qu'on soit tellement différent du reste de la société. Là où je crois on s'est dramatiquement banalisé, c'est l'obsession de l'échelle nationale. C'est qu'on s'est obsédé de la participation ou de la non-participation au gouvernement. On est obsédé de notre relation au Parti socialiste, parce qu'y compris, comme les institutions nous imposent de faire des alliances avec le scrutin majoritaire et pas, comme dans d'autres pays, le scrutin proportionnel qui aide énormément les forces écologistes à prendre de la responsabilité dans la société. Et les partis extrémistes. Et donc on est... oui, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Europe Écologie, c'est dissous dans les institutions, dans la 5e. Non, c'est pas dissous dans les institutions, parce que quand je vois le boulot qui peut être fait au Parlement européen, c'est nous qui sommes en train de gagner une commission d'enquête sur le scandale Volkswagen, par exemple. C'est nous qui avons poussé la commission d'enquête sur l'évasion fiscale après LuxLeaks, le scandale des arrangements entre les entreprises et l'État luxembourgeois. À l'Assemblée, c'est nous qui portons, nos
parlementaires sont battus sur la transition énergétique. Et puis dans les régions, nos vice-présidents ont parfois, même s'ils sont totalement inconnus du grand public, ils ont parfois eu une responsabilité pour transformer la vie réelle de nos concitoyens sur l'alimentation, sur les transports et sur tout ça. Dans les régions. Mais donc voilà. Donc il faut être aux responsabilités. Ça, c'est pas une banalisation. C'est quand vous êtes un parti politique, soit vous êtes un contre-pouvoir et vous êtes dans le contestataire, et à ce moment-là, vous n'aspirez pas à prendre des responsabilités. Vous faites une ONG, ou voilà, même les ONG ne font plus ça de cette façon. Donc, c'est d'être aux responsabilités. Moi, j'ai pas de souci à être au Parlement européen et être à Notre-Dame-des-Landes et à lutter avec les paysans contre et les zadistes contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc, ça, c'est pas le sujet. Je crois que c'est au fond, en permanence, d'avoir comme impératif de fonctionnement l'ouverture sur le reste de la société. Vous ne transformez pas la société aujourd'hui dans le secteur de l'énergie si vous n'arrivez pas à convaincre les salariés que, oui, les centrales nucléaires, il va falloir qu'elles ferment et qu'il y a plus d'emplois à créer dans les énergies renouvelables. Vous ne travaillez pas avec les citoyens s'ils ne deviennent pas des acteurs, y compris de leur reprise en main, de la question de l'alimentation, de la santé, des transports. C'est extraordinaire la reconquête démocratique qu'on peut faire à partir de l'écologie. Mais ça, on doit mieux l'expliquer. Alors, vous disiez que la participation ou non au gouvernement n'est pas le débat, le cœur du débat. Pourtant, c'est bien le problème qui va se poser à l'échéance 2017. Vous vous situez dans quel... Est-ce que vous pouvez nous définir votre position actuellement à 1 an de la présidentielle ? La position que j'ai prise avec une cinquantaine d'intellectuels, d'acteurs du monde artistique, d'acteurs du monde sportif, d'acteurs de la société, de l'action sociale ou des ONG, c'est justement de porter une primaire des gauches et des écologistes. Parce qu'au fond, de quoi on souffre aujourd'hui dans ce pays ? On résume pour les téléspectateurs, vous dites François Hollande, président de la République, n'est pas le candidat naturel pour cette élection. C'est pas notre point de départ. Notre point de départ, c'est de dire il y a un affaissement démocratique dans notre pays qui est extrêmement dangereux. Le camp des gauches et des écologistes est totalement troublé, assommé par les défaites électorales, les unes après les autres. Je précise peut-être le paradoxe apparent pour auditeurs et téléspectateurs. Vous dites on est obsédé par le national, il ne faut pas qu'on le soit. On doit plutôt être dans les régions, dans les territoires. Et vous arrivez avec une proposition sur le politique national, sur la présidentielle. Oui, mais parce que justement, on ne l'a pas faite avant les régionales. Parce qu'on ne voulait pas justement interférer avec une élection qu'on considère essentielle. C'est quand même dramatique dans notre pays que, au vu des compétences des régions, au vu de la nécessité absolue de sortir les gens de la résignation, les citoyennes et les citoyens de la résignation, ou quand ils hurlent avec le Front National, le moment où on peut leur redonner du pouvoir local, les régionales ne sont apparues que comme au fond une enquête, un sondage grandeur réelle de la présidentielle. Donc on a fait ça après. Mais lorsque vous faites cet appel, vous savez déjà, d'ores et déjà, qu'il n'a aucune chance de passer. Mais pourquoi vous dites ça ? Parce que le Premier ministre... Non, mais moi, Manuel Valls, il fait ce qu'il veut. Ouais. Manuel Valls, il est contre. Manuel Valls, il est contre, d'accord. On est quand même, il y a 1 mois, souvenez-vous, un peu plus d'1 mois, on sortait des élections régionales. On est passé à côté du crash démocratique avec le Front National qui gagne des régions. Tout le monde dit, on est quand même arrivé à l'absurdité absolue, qui est des listes se font harakiri au 2e tour d'une élection, considèrent qu'ils ne vont pas avoir de représentants au truc, et on demande, non seulement on se sacrifie, mais on demande à nos électeurs d'aller voter, par exemple, Estrosi en PACA. Vous voyez ce que c'est pour un électeur écologiste. Un candidat de droite dans le sud de la France. Contre le Front National, pour battre le Front National. Et donc, le soir même, tout le monde dit il faut tout changer. Non seulement on incarne, nous, le système politique, on incarne une oligarchie qui ne veut que se reproduire elle-même, qui ne veut que se succéder elle-même. Le casting 2017 va ressembler affreusement au casting 2012. Ça montre que finalement, malgré les échecs sur le chômage, sur l'économie, sur l'Europe, malgré les échecs électoraux, que ça soit la gauche ou la droite, on s'en fout, on se représente. Et donc, il y a 1 mois, on était dans cette situation-là. Et puis là, d'un seul coup, juste d'un seul coup, on nous dit « Ah, mais il faut rien changer. Il faut surtout rien changer. François Hollande est le candidat naturel. » D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire naturel dans cette histoire-là. Mais au fond, François Hollande, tel un monarque, il est là. Il a été élu en 2012. Tout son camp 2012 aujourd'hui s'interroge sur la politique qu'il mène. Mais il est le candidat naturel. Il ne doit pas débattre.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui s'arrange bien avec François Hollande dans cette affaire, nous dit « Moi, je suis Jean-Luc Mélenchon. Je plais, je dois avoir cette relation au peuple, incarner cette relation au peuple, et je veux dépersonnaliser le débat en considérant que je suis la seule personne que tout le monde doit suivre. Tout ça est ridicule, il faut du débat. Vous parlez justement de dépersonnaliser le débat, on voit bien qu'avec cette idée de primaire, l'idée c'est de dépersonnaliser la campagne, de faire la place belle au débat justement au fond. Or, on voit bien qu'en ce qui concerne l'élection présidentielle, ça ne marche pas. Les gens, pour l'élection présidentielle, les électeurs veulent une personne, un candidat. On sait à quel point c'est personnifié, avec le suffrage universel direct, avec la manière dont la campagne est menée dans les médias. Donc la question à laquelle j'arrive, c'est qui est-ce que vous voulez voir à cette primaire ? Qui est-ce que vous voulez voir chez les écologistes, au Front de gauche, au PS ? Parce qu'à un moment donné, la question de la personne se pose. Que vous le vouliez ou non, on ne peut pas se contenter du débat. Il faut des personnes. Alors, mais je crois que quand vous dites les Françaises et les Français veulent quelqu'un à l'élection 2017, et c'est ça qui les intéresse d'abord, je ne suis pas convaincu de ça. Moi, quand je regarde toutes les enquêtes d'opinion, regardez le journal du dimanche aujourd'hui, l'enquête dans le journal du dimanche aujourd'hui, les gens, ils sont désespérés de la classe politique. Ils trouvent qu'elle ne se renouvelle pas. Regardez, il y a 80% des Français qui ne veulent pas Hollande et Sarkozy à l'élection présidentielle. Mais ils veulent quelqu'un d'autre. Ben voilà, donc oui, mais Hélène. Est-ce que vous vous préoccupez de l'offre qui risque d'y avoir côté Front National, qui sera donc le seul à ne pas avoir participé au pouvoir jusqu'à présent, et qui risque de devenir soudainement une sorte d'alternative face à une offre totalement émiettée. Est-ce que ça vous préoccupe ? À partir du moment où la gauche et les écologistes sont dans un tel état de confusion que le risque est considérable qu'on ait la droite et l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle en mai 2017, que la gauche en soit exclue, parce que la gauche aujourd'hui elle est troublée, elle est assommée, et qu'au fond elle va partir divisée. Donc nous on se dit, on se résigne pas à cette situation. On veut pouvoir, on se dit, est-ce que c'est tellement irréconciliable à gauche et les écologistes, qu'on puisse plus débattre, qu'on puisse plus se projeter sur des compromis, qu'on puisse plus se projeter sur une plateforme commune et terminer sur une primaire. Pourquoi on n'entend même pas une Martine Aubry dans cette initiative ? Elle est. Écoutez, pour l'instant, vous savez qu'au Parti socialiste, ils ont un débat très lourd sur la déchéance de la nationalité. Moi, j'ai entendu Martine Aubry cette semaine, lors de ses vœux à Lille, taper très très fort sur la politique économique du gouvernement et sur cette histoire de déchéance de nationalité. Ça montre bien qu'on a besoin de débat. Il va falloir que sur les inégalités, le chômage, la politique étrangère... Mais alors pourquoi vous ne proposez pas un autre modèle, une sorte de, je sais pas, de plateforme de débat, parce qu'avec cette idée de primaire, il y a forcément cette idée de candidat, de qui va l'emporter, de personne. Parce que moi, je rêve que le prochain président de la République soit le président de la République qui change nos institutions, qui dise pas l'Assemblée, les élections législatives sont des élections qui ne comptent plus parce qu'elles sont un mois et demi après la présidentielle, que ça n'intéresse plus personne, que l'Assemblée est aujourd'hui, en France, le Parlement est un des parlements les moins actifs sur la scène politique, dans la confrontation, y compris avec le gouvernement. Donc moi, et vous voyez bien qu'au fond, les socialistes ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, ils sont pas loin de la majorité absolue à l'Assemblée nationale et ils sont très minoritaires dans le pays. Vous ne pouvez pas faire une réforme d'ambition quand vous êtes dans cette situation-là. Donc, je rêve qu'un président soit élu sur le fait qu'il va dire « je vais changer les institutions ». Cette histoire du président, de l'homme ou de la femme providentielle qui va tout résoudre, c'est de la blague. On ne résout rien tout seul à l'échelle d'une présidence de la République. Il faut travailler sur l'Europe, il faut travailler à la décentralisation et il faut aller vers un système beaucoup plus parlementaire, beaucoup plus vivant, y compris qui se construit sur des coalitions de mouvements politiques. Je rêve que ce soit ça. Mais comme on ne pourra pas changer les institutions, je crois, et je n'ai pas l'impression que ce président veuille le faire d'ici 2017, on veut répondre à l'urgence d'avoir un programme, d'avoir des débats, de réenchanter la politique, que le peuple de gauche et des écologistes aient envie de s'emparer de ce débat, et après on fera le casting. Après. Yannick Jadot, invité d'International aujourd'hui. Nous faisons une pause sur les antennes de RFI de TV5 Monde, une pause d'actualité. Nous nous retrouvons avec beaucoup d'autres sujets. Nous parlerons notamment d'Europe. Tout de suite, l'actualité.
Retour international sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, en liaison avec le quotidien Le Monde. Notre invité, Yannick Jadot, député européen écologiste. Nous avons beaucoup parlé de votre proposition donc, d'instituer des primaires à gauche avant la prochaine élection présidentielle. On voit dans l'actualité des attentats au quotidien, en France, en Europe et partout dans le monde, hélas. Il y a eu cette proposition en France du président de la République de déchoir de leur nationalité les binationaux, même nés français, qui seraient compromis dans de tels attentats. Qu'en pensez-vous ? C'est une proposition terrible. Terrible parce qu'au fond, elle ne résout rien en matière de terrorisme. Elle est totalement inefficace du point de vue de la lutte contre le terrorisme, ce qui doit être la priorité évidemment du gouvernement à l'échelle de la France comme à l'échelle de l'Europe, comme on le voit malheureusement en Afrique à l'échelle internationale. Mais surtout, au fond, on voit bien là l'utilisation à un moment tactique d'un symbole politique. C'est une idée qu'avait lancée Nicolas Sarkozy à Grenoble il y a quelques années. Au fond, on a voulu, le président de la République et le Premier ministre ont voulu faire un coup qui était de fracturer la droite sur cette question de la lutte contre le terrorisme. Au fond, en piquant des idées à l'extrême droite, à la droite, la mettre en difficulté d'opposition. Mais au fond, on voit qu'aujourd'hui, c'est la gauche que ça a complètement fracturé et ça a légitimement fracturé la gauche. Parce que c'est pas un symbole politique, c'est pas de la tactique, la question de la binationalité. C'est au fond ce qui touche très profondément des millions de Français, parce qu'ils sont binationaux ou même plus. 3 millions d'entre eux, on estime. Exactement. Et puis, au fond, on a l'impression qu'on touche au cœur du droit du sol, on touche au cœur du pacte républicain, on touche au cœur des valeurs démocratiques pour faire de la tactique politique. Et ça, c'est terrible parce qu'au fond, c'est pas un symbole politique, il s'est trompé François Hollande. C'est un symbole démocratique, c'est un symbole de valeur et ça crée aujourd'hui une confusion pour un coup sur un discours. Il n'arrive plus à s'en sortir de cette affaire-là. Il n'arrive plus à s'en sortir à gauche, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est une perte de sang-froid au plus haut niveau de l'État face plutôt à l'échéance électorale qu'aux attentats. Ça montre qu'il n'y a qu'une obsession aujourd'hui, c'est la question de 2017. Donc quand on m'explique que le président de la République ne pourrait pas venir dans une primaire débattre avec le camp qui l'a élu en 2012, je trouve ça considérant que la présidentielle est quelque chose de très secondaire. Non, c'est une... Et puis, au fond, encore une fois, ça délégitime la politique parce qu'au fond, quand on touche à la Constitution, c'est la loi fondamentale. On ne joue pas avec la Constitution à des fins tacticiennes. On voit ça en Europe, on voit Cameron jouer avec l'Union européenne pour se sauver lui-même. Là, on joue. Et donc, à partir du moment où on joue avec des valeurs profondément démocratiques qui touchent à tout le monde, c'est terrible. Regardez ce qui s'est passé. De la droite, l'argument du pouvoir, c'est aussi de dire on est en état de guerre. Est-ce que, par exemple, sur cette façon de se présenter comme un pays en état de guerre, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas ? Je ne suis pas d'accord sur la terminologie. Si on est pour discuter juste entre nous à table ou dans un café, on peut dire qu'on est en guerre contre le terrorisme. Quand on est le président de la République et le Premier ministre, qu'au fond, on voit bien les actes qui se développent, y compris un type qui rentre avec un couteau de boucher dans un commissariat, est-ce qu'on est en guerre quand c'est ça qui arrive ? On est face à un défi extraordinaire, un défi majeur. Mais dire qu'on est en guerre contre le terrorisme et qu'au fond, on sera pratiquement en état d'urgence tant qu'on n'aura pas éradiqué le terrorisme, c'est ce qu'a dit le président de la République le jour de son discours au Congrès, juste après les attentats. Malheureusement, terriblement, on ne va pas éradiquer le terrorisme, malheureusement. Je voudrais revenir sur la déchéance de nationalité, sur le fond de la mesure. Vous l'avez dit, c'est inefficace, on est tous d'accord pour le dire, ce qui veut dire que ça n'aura pas d'effet, que ça concernera très peu de personnes. Donc concrètement, ça ne change pas grand-chose. Il y a une tactique politique qui est même presque ouvertement affichée, qui est de dire, en gros, on fait ça parce que sinon la droite ne votera pas, or on a besoin des 3/5 pour faire réformer la Constitution. On voit dans les enquêtes d'opinion, vous avez parlé tout à l'heure d'enquêtes d'opinion, là aussi on peut les regarder, on voit qu'une très large majorité des Français, non seulement est pour, mais même ne s'en émeut pas beaucoup, considère que c'est un débat d'intello qui ne les concerne pas. Donc là où je veux en venir, c'est finalement, est-ce qu'il y a un moment, il ne faut pas
laisser tomber. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais en disant, est-ce que vous bataillez pas pour rien? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous enferrer? Voilà, vous avez l'opinion contre vous pour quelque chose qui n'aura pas beaucoup d'effets concrets, qui peut permettre d'obtenir les voix de la droite. Certains à gauche le disent ouvertement, disent moi je suis contre, mais je vais le voter parce que comme ça c'est un arrangement pour que la droite vote. Est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber? Non, parce que, c'est pas une annonce anecdotique que fait le président de la République. Il choisit de la faire parce qu'il considère qu'il va bousculer l'opinion publique, qui va bousculer le champ politique. Donc vous ne pouvez pas dire « Oh ben tiens, c'est juste un détail dans une grande réforme constitutionnelle qui va enfin redonner le pouvoir aux citoyens dans ce pays. » Non, il joue de ce symbole-là qui, encore une fois, est un symbole de division. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez comment fonctionnent les extrêmes droites en Europe. Comment s'appelle l'extrême droite finlandaise? C'est les vrais Finlandais. Quand l'extrême droite a été au gouvernement au Danemark avec le centre droit, l'une des premières mesures qu'ils ont mis en œuvre, c'est la difficulté des mariages entre des personnes de nationalités différentes pour éviter justement les binationaux. Je veux dire, on est dans un moment où, au fond, la perte de repères dans nos sociétés est telle, par rapport à la mondialisation, par rapport à plein de choses, que se développent des fondamentalismes identitaires, à tout point de vue, des replis où au fond on fantasme le fait de remettre des frontières, on fantasme le fait qu'il y a des vrais Français, des moins vrais Français et tout ça, et que tout ça divise notre société. Tout ça la ramène en arrière, la projette pas. Ils ne sont pas si divisés que ça sur cette question. Mais j'entends, mais c'est pas parce que l'opinion publique peut être, selon un sondage majoritaire là-dessus, que c'est pas pour moi un combat essentiel. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous faites un sondage pour dire est-ce qu'il faut exécuter en place publique les terroristes du Bataclan. Je suis convaincu que vous avez une majorité de Français qui pourraient l'accepter parce que les gens sont perturbés. La peine de mort était très populaire. Si Mitterrand avait dû faire un sondage, etc. Or, c'est quand même pas tout à fait comparable. Mais si, parce qu'ils ont agi, ils ont choisi ce symbole politique pour, encore une fois, perturber la droite. Et ils ont choisi parce que un jour après les attentats ou 2 jours après les attentats, ils avaient un sondage qui montrait que c'était extrêmement majoritaire. Mais on ne gouverne pas sur les sondages, on gouverne en responsabilité. Jouer de la Constitution de manière tactique, à des fins tacticiennes pour une échéance électorale, c'est une rupture démocratique majeure. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains qui sont en total désaccord avec ça, je pense à la ministre de la Justice, Madame Taubira, restent malgré tout, choisissent finalement... Le mystère Taubira, je sais pas. Moi, je suis profondément triste. Je suis profondément triste parce que je trouve que cette femme a incarné jusqu'à maintenant une parole extrêmement forte, souvent courageuse sur ces enjeux-là. Sur le mode, on ne fait pas de la tactique, sur les principes fondamentaux de la démocratie. Je l'ai vu un peu patiner, j'allais dire, sur le projet de loi sur le renseignement, qui a quand même, et vous voyez aujourd'hui les critiques du plus haut niveau de notre institution judiciaire. Je veux dire, c'est le président de la Cour de cassation qui attaque le projet Taubira. Et là, je l'ai vu totalement disparaître. Je ne peux qu'être triste parce que je ne comprends pas, au fond, quel est le fonctionnement de cette femme aujourd'hui. Au passage, sur cette question, les écologistes, vous arrivez encore à être divisés. Non. Il me semble que François de Rugy est pour la déchéance de nationalité. Attendez, que ceux qui veulent absolument rentrer au gouvernement, qui sont sortis d'Europe Écologie Les Verts à 12, parce qu'ils voulaient absolument rentrer au gouvernement, qui pensaient que c'était au fond à l'automne que ça allait se faire, et qui aujourd'hui sont les derniers à soutenir, y compris parfois les mesures les plus absurdes de ce gouvernement pour faire croire qu'ils sont les bons élèves, non, tout ça, enfin, ils sont plus à Europe Écologie, et là-dessus, ils sont clairement pas écologistes. On va quitter une cuisine politique française. Vous êtes, je le rappelais, député européen. Il y a actuellement une inquiétude en Europe autour de la situation dans 2 pays, notamment la Hongrie et la Pologne. Qu'est-ce qu'il faut faire face au recul des libertés publiques, disons-le, notamment en Pologne? Il y a bien sûr des voix, il y a des condamnations, mais est-ce que vous, député européen, vous êtes pour plus de fermeté, notamment en matière de droit de vote ou de crédit? Alors,
Première chose, effectivement, la démarche de la Commission européenne est très positive. La Commission européenne vient de décider, au fond, d'enquêter sur les projets de loi en Pologne, à la fois sur la révision de la loi sur les médias et puis la révision de la loi sur la magistrature. L'objectif de ce gouvernement, c'est au fond de contrôler l'ensemble de la magistrature et l'ensemble des médias. Okay. Donc, la Commission enquête pour savoir si c'est conforme au traité de l'Union européenne, avec cette idée que ça n'est pas conforme à un état de droit. La première sanction régulièrement, c'est évidemment la perte de droit de vote, notamment au Conseil, ce qui n'est pas neutre dans ce moment-là. Ce qui ne s'est jamais produit d'ailleurs. Ce qui s'est un petit peu produit avec l'Autriche, au moment où Jörg Haider avait fait un gouvernement de coalition avec la droite autrichienne. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le discours de la Pologne sur les réfugiés ou d'Orban sur les réfugiés, je crois que le projet européen, c'est un projet de solidarité, c'est un projet de démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, si les Autrichiens, pardon, les Polonais et les Hongrois aujourd'hui refusent de jouer la carte de la solidarité, notamment vis-à-vis des réfugiés, en étant solidaires à la fois vis-à-vis des réfugiés, mais au sein de l'Union européenne sur l'accueil des réfugiés, je crois qu'il faut remettre en cause la solidarité intra-européenne qui fait que ces pays-là touchent des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de soutien de solidarité intra-européenne. La solidarité, ça ne peut pas être seulement dans un sens, ça ne peut pas être l'Europe. C'est l'Europe me donne de l'argent, l'Europe n'est qu'un grand marché pour le business, mais on ne fait pas de politique et on est égoïste et voire ultra réactionnaire vis-à-vis du reste du monde. Ça ne peut pas être ça le projet européen. Et sur la question des migrants, c'est là qu'est intervenue une certaine rupture entre les États européens. On est loin d'en être sorti parce que la politique des quotas, finalement, les choses ne s'appliquent pas. En Allemagne, même depuis les incidents de Cologne, ça bouge, oui, c'est vrai. On est en train d'avoir une sorte de revirement important. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est à la France d'être solidaire de Mme Merkel pour l'aider à assumer le nombre de réfugiés qu'elle a décidé d'accueillir ? Je ne le dirais pas comme ça. La France n'a pas à être solidaire de Mme Merkel, la France a à être solidaire. La France ne peut pas prétendre être un grand pays d'accueil, ne peut pas prétendre être un des phares de l'humanité sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur la démocratie et tout ça, et de dire nous allons accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans. 24 000 réfugiés, c'est ce qui est arrivé dans certaines périodes, ce qui arrive en une semaine en Allemagne. La question, c'est pas d'être solidaire vis-à-vis de Mme Merkel. Ce qui est sûr, c'est que Mme Merkel, comme les Suédois... Comment fait-on pour éviter ce retournement en Allemagne ? L'Allemagne, la Suède et l'Autriche a joué le jeu de l'accueil des réfugiés. Mais c'est pas gagné, vu ce qui est en train de se passer. Je suis d'accord. Et là, au fond, les laisser tout seuls assumer cette responsabilité, c'est construire leur échec. Oui. Et Mme Merkel l'a encore dit la semaine dernière, elle a dit « Ok, vous considérez que trop c'est trop. Moi, j'ai été derrière des barbelés. » C'est ce qu'elle dit. J'ai été derrière. C'est ce qu'elle a répondu à Orban. Quand Orban l'a attaqué en disant « Vous-même, Mme Merkel, en plein Conseil européen, vous-même, Mme Merkel, vous mettrez des barbelés. » Et Mme Merkel lui a dit « J'ai vécu trop longtemps derrière des barbelés pour être capable d'une telle obscénité. » Alors, que fait-on pour éviter d'en arriver là ? On se répartit le fardeau. Parce que si on se répartit... Il ne faut pas me dire que l'Europe, avec ses plus de 500 millions d'habitants, c'est le continent le plus riche de la planète, inégalement réparti cette richesse, mais c'est le continent le plus riche. Nous pouvons accueillir ces réfugiés. Nous pouvons les accueillir, mais plus on laissera les réfugiés être concentrés uniquement dans certains pays et uniquement dans certaines régions, à la fois ça va créer les problèmes de Cologne, parce que des abrutis, il y en a partout. Je veux dire, il y en a... Que ce qu'on dit les féministes allemandes, d'ailleurs. On dit, vous savez, le harcèlement sexuel à la fête de la bière en Bavière, il y en a des dizaines, des centaines. À partir du moment où vous concentrez à ce point des populations, ça ne peut pas bien se passer. Donc il faut savoir les accueillir et puis traiter évidemment à la source le problème syrien. Hélène Becmezian, Le Monde. Est-ce que sur l'Europe, on a connu le Grexit l'été dernier, maintenant on est sur cette affaire-là, est-ce qu'on a parlé l'été dernier d'une Europe divisée nord-sud au niveau économique? Est-ce que maintenant on a une Europe divisée est-ouest sur les valeurs, sur la question des réfugiés, des migrants? Et la question c'est comment on fait tenir tout ça ensemble, cette
quadruple, double division. On voit bien aujourd'hui, il n'y a pas de voix commune, il n'y a pas de politique commune. Jusqu'à présent, pas de défense commune. On louait beaucoup Angela Merkel, on se rend compte que maintenant, elle est fragilisée également. Voilà, comment on fait tenir tout ça ensemble ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a encore une Europe des valeurs, une Europe politique ? Il faut, parce qu'on n'a pas d'alternative. L'alternative, c'est effectivement le nationalisme exacerbé, c'est le retour des frontières, mais c'est le chaos partout. Je veux dire, la France avec des frontières, je ne sais pas ce que ça veut dire dans nos échanges, je ne sais pas ce que ça veut dire dans notre rayonnement culturel, je ne sais pas ce que ça veut dire dans notre résolution des problèmes économiques et sociaux. Ça ne veut rien dire, c'est une illusion. Mais l'illusion, elle fonctionne tant que le système en place ou les politiques mises en place sont l'échec. Vous pouvez toujours dire les propositions de Le Pen sont totalement nulles, c'est vrai. Mais tant que vous n'avez pas prouvé en face l'efficacité de votre propre mesure, les gens disent au moins elle, on ne l'a pas testée. Donc ce discours, il ne tient pas. Ce qui est terrible, c'est quand on est pro-européen aujourd'hui, au fond, on nous dit vous êtes comptable. Vous voyez, l'Europe, ça ne marche pas. Mais l'Europe, aujourd'hui, c'est effectivement Cameron qui veut juste faire du business, qui veut plus de faire politique, qui est prêt à traiter les Européens de manière très différenciée. C'est effectivement la Pologne ou la Hongrie qui sont dans un truc ultra catholique, ultra conservateur, égoïste, et là aussi le marché, rien que le marché. Je crois que c'est de la responsabilité, y compris de notre président de la République, qui à l'échelle européenne est, j'allais pas dire il est inaudible, il est silencieux. Sur les grands sujets européens, au fond, aujourd'hui, il est silencieux. On l'avait entendu sur le Grexit, on l'avait beaucoup entendu. Oui, mais on l'a entendu. La crise de la Grèce, Grexit, tout absolument, absolument. On l'a entendu dans la dernière ligne droite, quand une partie du gouvernement allemand voulait exclure la Grèce de la zone euro et voulait leur faire un traitement encore plus dur que celui qu'ils avaient subi déjà. Mais il est arrivé à la fin pour éviter. Mais au fond, est-ce que Hollande, qui avait promis en 2012 de réorienter l'Europe sur moins d'austérité et puis plus de fiscalité commune, je veux dire, l'évasion fiscale en Europe, c'est 1 000 milliards d'euros. C'est la somme des déficits budgétaires européens. Je veux dire, si on ne lutte pas à l'échelle européenne, donc il faut évidemment plus d'Europe, mais il faut qu'on ait un personnel politique à la hauteur de cet enjeu, qui soit capable de dire l'enjeu, c'est pas simplement ma reconduction, l'enjeu, c'est pas simplement de faire croire que à l'échelle de l'Élysée, comme dans les autres capitales, au fond, je décide de tout et c'est moi qui ai les solutions en main, c'est de dire je suis prêt à partager avec d'autres une souveraineté sur la défense, sur le renseignement. Donc, Hollande n'est pas très audible aujourd'hui sur l'Europe, mais est-ce que Juncker lui-même l'est ? Est-ce qu'on l'entend en ce moment sur le problème des quotas? Au début, il a un petit peu poussé. Oui. En ce moment où on est dans la débandade totale, on n'entend plus personne. On n'est pas dans la débandade totale. Le problème, c'est qu'au fond, encore une fois, c'est pas l'Europe qui fonctionne mal sur les réfugiés. Ce sont les chefs d'État qui ne veulent pas travailler ensemble à l'échelle européenne pour régler le problème. Au niveau du Parlement européen, comme au niveau de la Commission européenne, il y a cette volonté affirmée, très affirmé, d'aller beaucoup plus loin dans l'intégration européenne. Pas pour dire l'Europe va nous sauver de tout comme ça dans un monde qui soit loin et qu'on ne maîtrise pas, mais pour dire si on ne se met pas ensemble à traiter ces problèmes-là, on va vers l'échec collectif. Juncker, sur plein de sujets, je suis extrêmement critique. Mais sur ce sujet des réfugiés, alors là, pour le coup, il a fait le boulot. Il a fait le boulot d'interpeller en permanence les États. Il l'a encore fait il y a 3 jours quand il a fait ses vœux. Il a dit le plan que tous les gouvernements ont accepté de réinstaller 160 000 réfugiés, notamment ceux qui sont en Italie et en Grèce. Il y en a 272 sur 160 000 qui ont été réinstallés. Il n'a aucun levier pour faire avancer ce plan ? Sur cette politique-là, non. Ce n'est pas une compétence européenne. Donc au fond, ce sont toujours les gouvernements qui décident. Et comme ils ne veulent pas partager le pouvoir dans ce qu'on appelle la méthode communautaire, c'est-à-dire qu'au fond, on se met ensemble et on décide à la majorité qualifiée et on fait intervenir le Parlement. Ils veulent tout garder au niveau du sommet. Ils veulent décider à l'unanimité des 28 dirigeants européens. Et quand vous décidez à l'unanimité des 28, au fond, vous prenez toujours la décision de celui qui veut rien. Vous venez de parler à l'instant de Cameron, de la Grande-Bretagne. 2016, c'est l'hypothèse d'une sortie de la Grande-Bretagne. Pour vous, députés européens, c'est grave, c'est un recul majeur pour l'Europe ? C'est un recul majeur pour l'Europe si on perdait la Grande-Bretagne.
Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas garder la Grande-Bretagne à tout prix. Je veux dire, ça fait des années que sur plein de dossiers européens, justement pour répondre aux difficultés économiques, sociales des Européens, on essaye d'avancer. Et pour la Grande-Bretagne, c'est le non permanent. Donc aujourd'hui, le non britannique à l'amélioration de notre politique européenne, que ce soit vis-à-vis de nos partenaires commerciaux comme la Chine, que ce soit vis-à-vis du dumping social, que ce soit vis-à-vis de la fiscalité, des paradis fiscaux, tout ça, la Grande-Bretagne, c'est toujours non. Et donc, c'est nous qui payons le non britannique aujourd'hui. Parce que comme on n'avance pas, on ne sort pas des problèmes. On ne sort pas des difficultés et tout le monde se dit « l'Europe, vous voyez, ça ne marche pas. Vous êtes pro-européen, ça ne marche pas. » Mais moi, je ne suis pas comptable de cette Europe-là. Moi, ce n'est pas cette Europe des gouvernements égoïstes. Donc, Cameron, si à un moment, son truc, c'est de dire « je reste », si vous me garantissez que je fais ce que je veux vis-à-vis des Européens, qu'il n'y aura pas de projet politique, qu'il n'y aura rien, eh bien qu'ils sortent, mais qu'ils assument la responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand, au fond, on demande aux gens de voter, on ne les met pas devant leurs responsabilités. Moi, je veux que les Britanniques soient pas simplement de dire « je suis pour ou contre tel traité », c'est de dire est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de rester dans l'Union européenne. Et vous assumez vos responsabilités, nous on veut avancer, vous voulez plus avancer, vous en sortez, mais vous paierez les coûts. Comme quand les Suisses avaient fait, vous savez, leur référendum pour qu'il n'y ait plus de migrants, y compris européens, en Suisse. Et ils voulaient garder le libre-échange. Il dit non, vous ne voulez pas des migrants, c'est votre responsabilité démocratique, mais vous en payez le prix, vos fromages, vos horloges et votre paradis fiscal, et ben nous on ferme. Est-ce qu'au fond, l'Europe des 28, on n'est pas allé trop vite en besogne, on a élargi à l'excès, 2005, et ça devient une chose ingouvernable. Est-ce que dans ces cas-là, on reste comme ça, sans rien toucher, ou est-ce qu'on retravaille les institutions pour peut-être avoir une Europe avec des cercles concentriques, à plusieurs vitesses, comme on dit ? Évidemment, il faut retravailler les institutions. Nous, quand il y a eu notamment le dernier élargissement, on avait dit attention, un élargissement sans budget européen digne de ce nom. C'est ce qu'avait dit Jacques Delors aussi, au moment où il s'agissait d'intégrer, évidemment, politiquement, légitimement, tous les pays qui sortaient du communisme. Mais il avait dit, si on le fait avec ce budget-là, on court à la catastrophe. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. Aux États-Unis, le budget fédéral, c'est 25%. D'accord ? Si on n'a pas les moyens d'une politique industrielle, si on n'a pas les moyens d'une politique sociale, si on n'a pas la solidarité, si on n'a pas les moyens d'investir dans les énergies d'avenir, encore une fois, de peser à l'échelle internationale, ça ne peut être qu'un échec. Donc au fond, maintenant ils sont là, la question ne va pas sortir des pays. Mais il faut, complètement changer le contrôle de la zone euro. Moi, je suis évidemment pour qu'il y ait un contrôle démocratique de la zone euro. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, il n'y a aucun contrôle de ce qui se passe au niveau de la zone euro. Et au fond, ce qu'a révélé Tsipras sur toute la période de négociation avec la zone euro, c'est le caractère totalement ringard, antidémocratique de la zone euro. Ça, il l'a bien révélé. Mais au fond, on n'a pas encore changé ça. Et il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire de la zone euro. Et puis, évidemment, qu'il y ait un vrai budget européen. Aujourd'hui, le budget européen dépend des contributions nationales. Et comme chacun dit... Un impôt européen ? Il faut un impôt européen, par exemple, sur le carbone. Il faut un impôt européen sur les transactions financières. On voit qu'il y a une nouvelle bulle qui va exploser. On laisse faire. Donc, il faut évidemment créer des ressources européennes qui ne soient pas dépendantes des logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qui sont la mise en scène des égoïsmes nationaux. Je veux bien donner 1 à l'Europe si je ramasse 1,1, mais si tout le monde fait ça, ça n'existe pas. Vous avez été à l'œuvre, ce sera peut-être notre dernier thème, vous avez été à l'œuvre dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale Volkswagen. Vous êtes inquiet pour l'industrie automobile, notamment française, sur l'affaire des rejets, largement supérieure à ce qui est autorisé. Je pense notamment à Renault ou à Peugeot. Bien sûr que je suis inquiet, mais ça fait des années qu'on le dit. C'est ça qui est dramatique. Ça fait des années et des années que nous dénonçons le fait que l'ensemble des constructeurs polluent beaucoup plus que les normes affichées. Donc c'est évidemment mauvais pour l'environnement, c'est dramatique pour la santé. Le diesel en France, c'est 15 000 morts prématurés par an. 15 000 morts prématurés par an. Et c'est scandaleux
pour les automobilistes, parce qu'ils consomment 40% de plus que ce qu'on leur promet. C'est 400 € par automobiliste en moyenne par an. Donc au fond, aujourd'hui, on ne peut pas nous accuser, nous, de mettre en danger Renault quand c'est Renault qui a triché comme les autres constructeurs automobiles européens. Moi, ce que je demande, et là encore, ça, c'est essentiel dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est que Madame Royal, ministre français de l'Environnement, va décider avec ses collègues de l'application ou pas stricte des normes européennes. Il faut respecter les normes, sinon c'est toute la confiance qui est perdue dans nos institutions. Merci Yannick Jadot d'avoir répondu aux questions d'International. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et bonne lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire.